qui a fait 11 morts. Ibra Seck met en lumière les caractéristiques géologiques de la cité religieuse, soulignant que le sol est composé d'argile gonflante, ce qui nécessite selon lui un surdimensionnement des fondations pour assurer la stabilité des bâtiments. Il pointe également du doigt la qualité des matériaux de construction utilisés et qui laisse à désirer, contribuant à fragiliser les structures. Pour le président de l'association, ces deux facteurs, la nature du sol et la qualité des matériaux, sont des éléments à prendre en compte pour éviter de nouvelles tragédies. Ibra Seck au téléphone avec El Hadj Ndiokoutienne. Ibra Seck qui n'est pas encore en place, c'est à propos de l'effondrement d'un immeuble à Touba, effondrement qui a fait 11 morts. Le président de l'Association nationale des géologues du Sénégal qui apporte des éclairages sur cette tragédie. Ibra Seck qui met en lumière les caractéristiques géologiques de la cité religieuse. Il souligne que le sol est composé d'argile gonflante, ce qui nécessite selon lui un surdimensionnement des fondations pour assurer la stabilité des bâtiments. Il pointe également du doigt la qualité des matériaux de construction utilisés qui laisse à désirer, contribuant à fragiliser les structures. Pour lui, ces deux facteurs sont des éléments à prendre en compte pour éviter de nouvelles tragédies. Ibra Seck qui n'est pas en place, l'on reste à Touba, plutôt dans la région de Mbacké, suite et pas fin du litige foncier à Koutiar dans le département de Mbacké. La tension monte après l'arrestation de 3 membres de la famille Mbaye suite aux manifestations contre le litige foncier. La famille maraboutique de Serigne Abdou Fattah Falilou réplique. Elle dénonce une manipulation de l'opinion et brandit des documents attestant, selon elle, que les terres appartiennent à la famille de Serigne Fallou Mbacké. Les autorités sont interpellées pour que justice soit rendue, mais sur le terrain, les jeunes du village persistent dans leur contestation. Plus de détails avec Papa Balagué. Quelques semaines après la sortie des populations du village de Kouchoud, la famille de Serigne Abdou Fattah Mbacké Falilou sort de son mutisme. Dénonçant la tournure des événements et les rumeurs qui enflent, Abdou Fattah Sey, porte-parole du jour de la famille et des talibés de Serigne Abdou Fattah Mbacké Falilou, tient à éclairer l'opinion. Tout ce qui concerne Ndindi est sur le plan dit plan Serigne Fallou. Il avait donné ses terres à certains de ses fidèles qui avaient quitté leur village natal pour leur permettre de travailler. C'est ce qui justifie d'ailleurs la présence de ces villages dans le plan Serigne Fallou. Il avait envoyé à l'époque Serigne Abdou Fattah qui par la suite a donné la charge à Khadim de gérer les terres. Serigne Abdou Fattah ne s'est pas limité à dire que ces terres lui avaient été confiées par Serigne Fallou. Il a tenu à chercher des papiers légaux au cadastre, entre autres. Brandissant des documents datant de 1985 et portant délibération sur le domaine national à Serigne Abdou Fattah Falilou, le chef de village de Ndindi, El Hadj Serigne Ndiaye, de confirmer la propriété des terres de Touba Ndigal à Serigne Fallou Mbacké et à sa famille. Pour réclamer un bien, il faut au moins des préalables et détenir des documents qui peuvent attester de ces dires. Personne d'entre ces gens ne peut vous sortir un papier pour montrer que ces terres appartenaient à leur grand-père. Ce qui est plus raisonnable pour ces gens, c'est de demander gentiment aux marabouts des terres. Ces terres ont été abandonnées depuis des années et ils ont attendu qu'elles soient viabilisées par Serigne Abdou Fattah pour revenir créer des problèmes. Il faut au moins de la politesse quand on réclame quelque chose. 3 membres de la famille Mbaye de Kouchoud derrière les barreaux pour destruction de biens appartenant à autrui. Depuis quelques semaines, la famille de Serigne Abdou Fattah Falilou et ses fidèles interpellent les autorités pour que justice soit rendue. Papa Balagué, Touba, Radio Futur Média. Je vous le disais au début de cette édition, le président de l'Association nationale des géologues du Sénégal qui apporte des éclairages sur l'effondrement dramatique d'un immeuble à Touba. Effondrement qui a fait 11 morts. Ibra Seck met en lumière les caractéristiques géologiques de la cité religieuse et la qualité des matériaux de construction. Il est au téléphone avec El Hadj Ndiokoutienne. Ça peut être au type de sol parce que si vous prenez la ville de Touba, c'est un sol qui est
est argileux. Bon, maintenant, la question est de savoir est-ce qu'il y a une étude géotechnique avant la construction, parce que avant toute construction ou tout dimensionnement de fondation, on doit faire ce qu'on appelle une étude technique pour voir la structure du sol, le niveau de la nappe phréatique, mais aussi pour voir les différents sols, types de sols qui sont dans la zone. Les sols argileux, ce sont des sols gonflants. Bon, il y a ce qu'on appelle, parfois on a des phénomènes de gonflement et de retrait. Pendant la saison des pluies, l'argile prend de l'eau et se gonfle. Et pendant la saison sèche, il y a un retrait de l'eau. Et ces phénomènes de gonflement créent des phénomènes de fissuration. Donc, pour les sols argileux, en général, les géotechniciens recommandent d'améliorer avec le 0,3 de basalte pour pouvoir avoir un sol plus consistant. Bon, aussi, pour la qualité des matériaux de construction, lors de la formulation du béton hydraulique, le géotechnicien aussi fait des recommandations sur quel type de béton il faut construire. Est-ce qu'il faut construire avec du basalte, est-ce qu'il faut construire avec du calcaire ou avec du grès. La qualité des matériaux de construction aussi a des impacts sur la construction. Donc, si par exemple le dimensionnement n'est pas bien fait au niveau de la fondation, ça peut avoir des conséquences sur la stabilité du bâtiment. Ça peut vraiment causer un effondrement. Hier, le ministre des collectivités territoriales était sur les lieux, mais cela ne satisfait nullement Serigne Modou Bousso Dieng. Le marabout déplore l'absence des plus hautes autorités. C'est un drame, hein. C'est vraiment douloureux, hein. Le fait d'avoir perdu plus de 11 vies humaines, des jeunes nobles, vraiment déterminés vraiment pour travailler. Malheureusement, ils sont coincés toute une journée et vraiment ils sont perdus leur vie comme ça. Mais ce que nous déplorons, c'est l'absence de la réaction des plus hautes autorités comme le président ou le premier ministre. Voilà, parce que nous avons toujours constaté que moins de 6 morts, 7 morts, le président réalise. Mais malheureusement, cette fois-ci, depuis 48 heures, il n'y a pas de réaction au niveau des plus autorités. C'est vraiment déplorable. Mais quand même, il faut souligner que le ministre en charge de l'urbanisme et de l'habitat était sur les lieux hier. Non, écoutez, les plus hautes autorités, ce ne sont pas des ministres qui sont les plus hautes autorités. Hein. Nous avons un président de la République qui réagit plus souvent dans tous les accidents. Ceci est un accident. C'est un accident même grave, c'est un accident même qui compte plus d'une dizaine de morts, parce que c'est nécessaire que le président au moins exprime un petit mot. Vraiment, comme s'il ignore cela, c'est vraiment déplorable. C'est très déplorable. En tant que fils de Touba, natif de Touba aussi, vraiment, nous n'avons pas l'habitué, l'absence de réaction du président comme ça. Surtout le Premier ministre, n'oubliez pas que la liste du Premier ministre Touba la plébiscité. Vraiment, je souhaite que le président de la République, qui est le président de tout le monde, vraiment réagisse même un petit mot pour exprimer sa douleur. J'imagine sa douleur comme tout le monde, mais aussi moi, en tant que natif de Touba, je réclame au moins un petit mot du président. Et sa visite est la visite du Premier ministre à ce niveau. Touba construit, comment Touba fait ses mauvaises constructions, parce que vraiment, on a assez. Vous suivez la radio Futur Média, midi 11 minutes à Rufisque. La grande coalition des nationalistes du Sénégal, regroupant plus d'une dizaine de mouvements, amorce un virage. Après avoir collaboré avec Tahirou Sarr lors des dernières législatives, elle s'en démarque désormais, unie autour d'un projet commun censé centré sur la défense de l'état civil et du foncier. La coalition annonce sa participation au dialogue national convoqué par le président Bassirou Diomaye Faye est prévu demain, mercredi. Annonce faite lors d'un point de presse à Rufisque. Pape Ibrahim Diop, membre de la coalition, au micro de Abdou Diouf Diagne. Qu'on est à Rufisque, une ville historique, pour porter ce message qui est un mémorandum citoyen pour le président de la République du Sénégal en vue du dialogue du 28 mai 2025. Espérant qu'il nous écoute en tant que citoyens sur la problématique des étrangers, surtout des étrangers irréguliers dans ce pays. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas comprendre que des Sénégalais expatriés soient régularisés et que ici au Sénégal, des étrangers ne sont pas, pour la plupart irréguliers pour notre pays. Et qu'il y a des cas d'usurpation de papiers dans les municipalités. Pour la plupart, ce sont des étrangers qui sont indexés avec des preuves. Donc sur le cas des fonciers aussi, nous pensons que l'État doit garantir le foncier aux
sénégalais. Parce que le foncier appartient aux Sénégalais. Entre autres, ces cas-là, surtout le fichier électoral. Il faut qu'on en parle. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Si j'entends le directeur de la télévision aujourd'hui parler du vote étranger, comment dans un pays on peut parler du vote étranger? C'est une catastrophe. RFM, la radio de toute l'actualité. Keur Massar, des jeunes en quête d'emploi. Chaque matin, des centaines de jeunes ouvriers se rassemblent au rond-point, espérant décrocher un emploi, mais les opportunités se font rares et les chantiers à l'arrêt plongent ces travailleurs dans la détresse. Il lance son appel pressant pour la relance des projets sur le littoral. Reportage de Aminata Ba au rond-point Keur Massar. Chaque matin, des lobes de jeunes ouvriers, maçons, électriciens, mécaniciens, ferrailleurs affluent au rond-point de Keur Massar dans l'espoir de décrocher un emploi. Mais depuis plusieurs mois, l'accès au travail demeure une véritable équation pour ces travailleurs en quête de gagne-pain. Parmi eux, Diate Sek, un maçon, tient un niveau à bulle à la main, le regard vide et l'air désabusé. Il s'apprête à rentrer chez lui après avoir passé des heures sans la moindre offre de recrutement. Ce sont les maçons chefs de chantier qui nous recrutent. Certains peuvent faire 10 000 par jour, d'autres 9 000. Aujourd'hui, je suis obligé de rentrer parce que je n'ai reçu aucune offre depuis ce matin. Selon Cher Touré, également maçon, l'arrêt des chantiers sur le littoral est l'une des principales causes de cette crise de l'emploi dans la zone. En colère, il pointe du doigt la responsabilité de l'État du Sénégal. Pour dire vrai, rien ne marche depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau régime. Et cette situation affecte nous les ouvriers. Les chantiers sont à l'arrêt. Nous demandons aux autorités de lever cette mesure. Pour Aimant, un autre ouvrier, la création d'emplois est une urgence absolue. Il en appelle aux nouvelles autorités pour qu'elles prennent des mesures concrètes en faveur des jeunes travailleurs. C'est le gouvernement qui doit nous aider. Il doit créer des entreprises ou des usines qui vont nous recruter. Nous ne pouvons pas rester chez nous avec nos parents sans travailler. Aminata Ba, Keur Massar, Radio Futurs Médias. Dans le secteur de la santé, la Société sénégalaise de radiologie et d'imagerie médicale organise des journées scientifiques axées sur l'imagerie ostéo-articulaire, l'imagerie oncologique et la radiologie interventionnelle. Ces rencontres visent à former le personnel médical sur l'importance cruciale de la radiologie dans la prise en charge des patients, en particulier ceux souffrant de cancer ou de douleurs articulaires. À travers ces journées, des dizaines de jeunes professionnels sont initiés aux nouvelles méthodes de diagnostic et à l'utilisation des technologies de pointe en radiologie. Le professeur Abdoulaye Ndoye Diop, professeur d'imagerie et de radiologie médicale à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, membre de la SOCERIM, éclaire davantage sur les objectifs et les retombées de cette initiative. Il est au micro de Nous faisons des manifestations à type de communication, l'imagerie de la pathologie de l'épaule, mais aussi des ateliers pratiques en échographie ostéo-articulaire pour d'une part initier les jeunes praticiens, mais aussi assurer un perfectionnement chez les gens qui ont déjà cette attitude au Sénégal. Il y a aussi l'imagerie oncologique, c'est l'imagerie des cancers, et la radiologie interventionnelle, en réalité, c'est pour montrer le rôle de l'imagerie, de la radiologie dans la prise en charge thérapeutique. On a remarqué qu'il y avait une forte demande des radiologues, notamment les plus jeunes, sur l'exploration des pathologies ostéo-articulaires. C'est une réalité, ça manque beaucoup. On est passé d'une dizaine de radiologues il y a peut-être 10-15 ans à maintenant près de 200 radiologues. On a donc cette nécessité de formation et de sous-spécialisation dans le domaine pour une meilleure prise en charge des patients. Pourquoi l'imagerie oncologique? Parce que le cancer est devenu un phénomène de société où l'imagerie est indispensable, ne serait-ce que pour classer les patients et déterminer les modalités thérapeutiques à utiliser et à surveiller. La radiologie interventionnelle, depuis les années 2000, a permis aux acteurs radiologues d'intervenir dans la prise en charge thérapeutique des patients, qu'il s'agisse de la radiologie interventionnelle vasculaire, et on arrive à aussi participer à la prise en charge de la douleur en général, et on arrive à préparer les actes chirurgicaux, notamment les grosses tumeurs qui risquent de saigner au cours de l'opération. RFM, l'actualité politique.
Le dialogue national le dialogue national sur le système politique démarre demain 28 juin. Plusieurs partis politiques et organisations de la société civile vont répondre à l'appel du chef de l'État de l'espoir de réformer les institutions, stabilisation du système politique, l'approfondissement de la démocratie sénégalaise. Mais beaucoup d'observateurs s'interrogent sur l'impact réel de ce dialogue. Au-delà des retrouvailles se pose le grand défi de l'application des conclusions. Mohamed Ali Mouba signe le dossier. Le dialogue, un exercice familier au Sénégal, presque rituel, qui ponctue la vie politique à chaque tournant décisif. Cette fois encore, les acteurs sont appelés à se réunir, à échanger, à proposer. Mais derrière la solennité des annonces, Papa Madoufal y voit une impression de répétition qui s'installe, avec des conclusions jamais appliquées. Mais a-t-on suffisamment analysé les résultats? L'application également du résultat du dialogue pose souvent problème, et on n'a pas assez à ce niveau également mesurer les choses par rapport aux retombées, de sorte que certains considèrent qu'aujourd'hui aller à cette table ne saurait être indiqué parce qu'il n'y aura rien d'utile. Pourtant, tout n'est pas à jeter à la poubelle. Certains dialogues ont permis d'enregistrer des avancées, notamment dans les domaines de la gouvernance, de la transparence électorale et de la régulation des institutions, selon Maliki Bousso, membre du Forum civil. Le pouvoir en place n'était pas présent. Donc on ne peut pas parler du dialogue national comme dialogue, des assises nationales comme dialogue national. C'est toujours utile que la réflexion nourrie par le dialogue a sécrété beaucoup de données et beaucoup d'informations qui ont nourri certainement les projets politiques des acteurs politiques. Ça, c'est quelque chose d'indéniable. Maintenant, il y a la CNRI, la réforme constitutionnelle de 2016, qui a généré quand même quelques avancées. Pas autant qu'on en attendait, mais il y a des frémissements qui ont permis des avancées. Il ne faut pas être nihiliste sur ces questions-là. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses à parfaire. Alors, cette nouvelle édition du dialogue national, la première de l'ère Diomaye, saura-t-elle se distinguer des précédents? Sera-t-elle le début d'un vrai changement ou une nouvelle parenthèse vite refermée? En tout cas, le dialogue sur la justice n'a rien donné. Les conclusions et autres recommandations formulées par les assises pilotées l'année dernière par le professeur Babacar Gueye restent encore à l'état de vœux pieux dans les tiroirs. La reddition des comptes, déjà 3 maires en détention, Sophie Gladima, Moustapha Diop et dernièrement Mansour Faye, incarcérés dans le cadre de la gestion des fonds force Covid-19. Mais leur emprisonnement préoccupe l'Association des maires du Sénégal qui ne demande rien que la justice tout en apportant son soutien à ces maires. Autre préoccupation de ces élus, pourquoi ces détentions ouvrent-elles la voie aux délégations? Peuvent-elles ouvrir la voie aux délégations spéciales? Sophie Gladimon, maire de Joal, Moustapha Diop, maire de Louga, Mansour Faye, maire de Saint-Louis, tous derrière les barreaux. Des incarcérations qui n'ont rien à voir avec la gestion de leur mairie, mais ces dernières risquent-elles d'en payer les frais? Mbaye John est le maire de Ngoundiane, secrétaire général de l'AMS, l'association des maires du Sénégal. Jusqu'au moment où on soit présumé innocent, en tout cas puisse traiter dans le respect de leur dignité et que la justice soit appliquée dans le cadre du traitement de leur dossier. Nous demandons que la justice, rien que la justice soit appliquée et qu'aucun règlement de compte ne soit appliqué dans la gestion de leur dossier. Ces incarcérations interviennent dans un moment où les communes et les maires rencontrent d'énormes difficultés financières. Nous sommes pensés à des solutions pour combler le vide. By John. Nous sommes à 10 jours de la Tabaski. On connaît le rôle social que les maires jouent. Nous voulons que les autorités, en tout cas, puissent tout faire pour que les conseils municipaux, dans un contexte difficile, puissent en tout cas être en tout cas à la rescousse de leurs administrés et que l'absence du maire aujourd'hui qui est dans les lieux de détention ne puisse pas se ressentir dans le fonctionnement. Autre préoccupation, ces incarcérations risquent-elles d'impacter le fonctionnement de leur mairie? Ces élus pourraient-ils déléguer tout ce qui relève de leur signature ou présence? Amadou Seignan est expert en collectivité territoriale. Déléguer certaines attributions, la signature des salaires, la signature de tout ce qui peut être prérogative du maire. Il peut vous déléguer à un adjoint ou en cas d'absence ou d'empêchement d'adjoint à un conseiller. C'est lui qui choisit. Il
déléguer. Il peut du tout ne pas déléguer quoi que ce soit et rester maire, même en prison. Pour lui, l'idéal serait d'adopter une autre démarche que de leur priver de liberté. Les laisser vaquer à leurs occupations municipales jusqu'à ce que véritablement la justice ait toutes les données, toutes les preuves qu'ils doivent être incarcérés. Et à partir de ce moment, oui, ils peuvent être incarcérés. Ces incarcérations ouvrent-elles la voie à des délégations spéciales au niveau de leur collectivité territoriale? Loin de là. Du tout, et je suis catégorique. La délégation survient quand il y a véritablement une impossibilité de fonctionnement du conseil municipal, qui est l'organe délibérant. Ici, la personnalité qui est en jeu, qui a un problème, c'est l'organe exécutif. Voir un maire en prison dans le cadre de la reddition des comptes, cela va-t-il se limiter à ces 3 cas? Quoi qu'il en soit, l'AMS nous demande que la justice pour ces maires, au bonheur des populations. À midi 23 minutes, l'actualité internationale avec vous, Seydou Nourouba. Bonjour Seydou. Bonjour Georges. Après le Niger, le Nigeria subit des attaques meurtrières. C'est cela, Georges, au centre du pays, attaques qui ont frappé 3 villages entre vendredi et dimanche, selon le chef du gouvernement local de Guer-Ouest, qui a fait état de 30 morts, Georges. En République démocratique du Congo, Joseph Kabila, accusé d'être de mèche avec les rebelles. C'est cela. À Kinshasa même, le parti au pouvoir et le gouvernement ont vivement réagi et critiqué le discours prononcé dans la soirée du vendredi dernier par Joseph Kabila, l'ancien président du Congo. Un discours qui, comme son retour à Goma dans la nuit de dimanche à lundi, a fini de convaincre que l'intéressé était de mèche avec les rebelles du M23 qui contrôlent la ville, nous dit Oumou Kalsoumli. Depuis l'Afrique australe où il vit depuis plus d'1 an, Joseph Kabila est passé par un pays d'Afrique de l'Est avant de rejoindre Kigali, explique son entourage. De là, il a pris la route pour Goma, d'après les mêmes sources. Accueilli par Cornel Nanga, il est arrivé vers minuit en compagnie de plusieurs proches collaborateurs qui ont depuis été aperçus en ville, notamment Moïse Ndouragabou, mais aussi Kikaya Bin Karoubi et Patient Saïba qui ont confirmé à RFI leur présence ainsi que celle de l'ancien président dans le chef-lieu du Nord Kivu. Le coordonnateur de l'AFC M23 a lui salué cette arrivée sur les réseaux sociaux, affirmant que Kabila a fait un bon choix plutôt que de rester en exil forcé. Emmanuel Ramazani Chadari, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, la formation de Joseph Kabila, a ajouté à RFI qu'il est à Goma pour rencontrer des personnalités politiques et de la société civile dans le but, dit-il, de rechercher la paix. Il est là pour discuter avec eux qui ont les armes. Il va donner sa contribution en discutant avec eux, comme les évêques l'ont fait, comme tout le monde le fait. C'est une affaire de tout le monde et l'approche doit être globale. Et puis cette mission de bons offices du Parlement des pays francophones, depuis hier donc les 26 et 27 mai, une mission pour la désescalade entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, 2 États qui sont en conflit très ouvert. Conflit rendu difficile par l'appui rwandais aux rebelles du M23 qui contrôlent 2 principales villes de l'Est du pays. Le secrétaire général de l'organisation, dirigé donc par la rwandaise, qui est jugé inactif dans cette résolution des conflits. L'Assemblée parlementaire de la francophonie donc tente de jouer sa partition. Ouverture des assemblées annuelles de la BAD et élection du futur président. Rencontre prévue à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est cela, et plus de 6000 délégués, dont des chefs d'État et de gouvernement africains, des ministres des Finances, des gouverneurs, des partenaires de développement et d'autres représentants du secteur privé ont pris part à ces assises. Des dirigeants de la société civile, des universitaires, des groupes de réflexion, des ONG et autres partis donc sont attendus à cet événement qui va se poursuivre jusqu'au vendredi. Les gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement vont élire jeudi le successeur du Nigérian Akinwumi Adesina, dont le second mandat arrive à terme le 31 août prochain. 5 candidats sont en lice, dont le Sénégalais Amadou Hott, ancien ministre de l'économie, du plan et de la coopération sous Macky Sall et ancien envoyé spécial du président de la BAD pour l'Alliance pour l'infrastructure verte en Afrique. Georges Diop, c'est la fin de cette page internationale. Merci Seydou Nourouba. Dans une dizaine de minutes, point de vue sur le dialogue national sur le système politique qui démarre demain au CICAD. Quelles réformes majeures attendre de ces concertations? Nous allons évoquer le sujet avec Abdoul Aziz Diop, membre de la société civile, et Abdou Fattah Fall, analyste politique.
RFM Sport. Il est bien là, Malal Junior Diagne. Bien bonjour, Malal. Bien le bonjour, Georges. Équipe nationale, Sadio Mané absent, Idrissa Gana Gueye arrive. Pape Thiaw a dévoilé ce matin la liste des joueurs retenus pour les dates FIFA. Il s'agit bien de cette belle liste convoquée par le sélectionneur pour les 2 prochaines sorties lors des dates FIFA pour l'équipe nationale du Sénégal. Sadio Mané, vous l'avez dit, c'est la grosse information, absent pour raisons personnelles selon le sélectionneur Pape Thiaw, mais également la venue de Idrissa Gueye, un autre Idrissa différent de Gana dans la tanière. Il s'agit bien sûr de Idrissa Gueye, attaquant du FC Metz formé à l'équipe de Génération Foot. Youssouf Bodian a assisté à la conférence de presse de Pape Thiaw ce matin. C'est l'absent de la liste dont le nom est revenu tout au long de la conférence de presse. Sadio Mané, meilleur buteur et meilleur joueur de la sélection, a préféré cette fois-ci ne pas répondre à l'appel de Pape Thiaw. L'attaquant d'Al Nassr, buteur avec son club hier, a évoqué des raisons personnelles. Nous l'avons tous constaté, Sadio Mané ne figure pas sur la liste. C'est une décision personnelle qui lui appartient. Donc voilà, moi en tant que sélectionneur, je respecte cette décision. Maintenant, pour moi, c'est le collectif. Donc, j'ai composé une équipe des joueurs disponibles pour venir se battre pour le maillot avec fierté. La nouveauté, le jeune Idrissa Gueye, 20 ans, auteur de 6 buts en 17 matchs avec le FC Metz, qu'il a rejoint en janvier dernier en provenance de Génération Foot. Son coéquipier en club, Cheikh Tidiane Sabaly, fait aussi son retour, ainsi que El Hadj Malick Diouf et Ismaïla Jacobs qui étaient absents lors des derniers matchs. L'Irlande et l'Angleterre, de bons adversaires pour préparer les qualifications de la Coupe du Monde et la prochaine CAN, selon Pape Thiaw. Ces 2 matchs, c'est face à des adversaires très disciplinés et très forts tactiquement. On sait que notre match contre la RDC, ça demande beaucoup à ça. On se doit se juger sur ce genre de match et pour pouvoir préparer la suite, nos matchs contre RDC et contre Soudan. Et je trouve que c'est important de jouer ces 2 matchs. Le regroupement des Lions, qui était initialement prévu à Dakar, a finalement été délocalisé à Dublin, en Irlande. Youssouf Bodian a noté également l'annonce tout à l'heure après la publication de cette liste du forfait de Pape Makhtar Sarr qui a également déclaré forfait pour raison de blessure. Le néo-champion d'Europe avec Tottenham ne sera pas disponible pour les 15 prochains jours. Le Sénégal joue donc contre l'équipe de l'Irlande le 6 prochain à Aviva Stadium de Dublin. 4 jours plus tard, les Lions vont affronter l'Angleterre. Ce sera à Nottingham Forest. Lutte avec frappe, Malal annonce son indisponibilité pour 6 mois. Pour 6 mois, une information publiée par Record ce matin. Le champion du monde Reug et champion de lutte avec frappe qui doit normalement affronter au courant de ce mois de juin, Boy Niang a annoncé qu'il est blessé et indisponible pour 6 à 8 mois. Une annonce que le promoteur n'a pas accueillie avec bonheur. Ce dernier, Makan Meng, a demandé à ce que Reug se présente comme prévu par les textes du CNG au niveau du comité national de gestion pour une contre-expertise afin de vérifier la nature de sa blessure. On parle de football féminin avec le tournoi de l'UFOA. Le Sénégal va jouer contre le Libéria. Ce sera jeudi prochain en demi-finale. Dans l'autre demi, l'équipe du Mali défiera la Sierra Leone. On termine, Georges, avec la disparition hier de cet athlète sénégalais Ibou Faye, champion d'Afrique, qui a eu à participer à plusieurs compétitions internationales, qui nous a quittés selon le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, Sarah Wali. Ibou était un exemple. Le témoignage que j'ai pu faire sur Ibou Faye, c'est que je suis un athlète combatif, un athlète calme, parce que je l'ai appris à travers Ablaye Diop, qui fut mon prédécesseur à la tête de l'AS Douanes, parce qu'il était sociétaire de l'AS Douanes. Donc, il m'arrivait souvent de tenir des conversations à propos de cet athlète-là d'une dimension mondiale. Donc, c'était un garçon calme, pieux, combatif et très respectueux. C'est ça que je peux dire de Ibou Faye. C'est une grosse perte pour l'athlétisme sénégalais. Bien sûr, parce que au regard de son palmarès, donc c'est inévitable que c'est une perte considérable pour l'athlétisme sénégalais. Parce que les athlètes qui ont fait ce qu'il a fait ne sont pas nombreux au Sénégal. Voilà, Georges, c'est tout pour les Actus Sport. Merci, Malal Junior Diagne.
La revue de presse de Mohamed Ali Mouba, bonjour. Bonjour. Drame à Touba, les premiers éléments d'une enquête accablante. C'est une tragédie qui résonne comme un tremblement de terre. Au cœur de la cité religieuse de Touba, un immeuble s'effondre, des familles sont brisées, le pays tout entier qui retient son souffle. Derrière les gravats, les cris et la poussière, les premiers éléments de l'enquête dressent un tableau glaçant. Négligence en cascade, sous-traitance incontrôlée, responsabilité éclatée. Le journal L'Observateur note que le maître d'œuvre, un certain Fall, déjà en détention pour un autre effondrement, est à nouveau au centre des interrogations. À ses côtés, constate le journal, une chaîne opaque d'acteurs du bâtiment et légèreté coupable dans la gestion du chantier. 11 morts, 7 blessés et une colère qui monte. L'Obs a parcouru les révélations, choquent, les témoignages troublants et les premiers aveux d'un système qui vacille. Après l'émotion, les révélations et ces libérations qui, dans son édition du jour, appuient là où ça fait mal l'emprise. Afribat est à nouveau dans l'œil du cyclone, déjà mise en cause dans l'effondrement d'un immeuble en Gore ayant coûté la vie à 2 personnes. Elle est aujourd'hui citée comme étant à l'origine des travaux sur le chantier meurtrier de Touba Mbaké. 2 drames au même acteur. Le quotidien évoque des manquements graves, un laisser-aller inquiétant et une série de manquements ou de questions qui pointent vers l'irresponsabilité généralisée. Source complète pour sa part le tableau, cette fois-ci du côté du propriétaire de l'immeuble effondré, Mbaïsar, qui sort de son silence, visage ferme, mot choisi, il tente de se dédouaner. Nous avons choisi, dit-il à Fribat, sur la base de ses réalisations. Il insiste, ce n'est pas un choix du hasard. Il dit avoir préféré confier le chantier à une entreprise qui avait travaillé sur le complexe chez Amadou Pamba. Mieux, dit-il, il a refusé une main-d'œuvre étrangère pour faire confiance au local. Mais enquête qui ne semble pas émue outre mesure se demande quel type de sanctions finalement pour tenter de décourager les escrocs du bâtiment. Et pour cause, enquête note que de Touba en Gore, une série d'effondrements meurtriers révèle l'ampleur du chaos dans le secteur du bâtiment. Entre autorisation opaque, béton mal dosé et absence de contrôle, eh bien, les mêmes causes produisent les mêmes drames. Le ministre de l'Urbanisme, en tout cas, promet des sanctions. À la une de nos journaux, l'affaire Covid-19 Mansour Faye, pensionnaire depuis hier de Rebeuss, placé sous mandat de dépôt. Libé note que les juges ont rejeté le cautionnement d'un terrain évalué à 5 milliards de francs. L'Obs revient largement sur les pressions familiales, le domaine agricole de Macky Sall, estimé à plusieurs milliards, les contestations sérieuses de la défense. Le journal plonge au cœur de l'audience de comparution de l'ancien ministre Mansour Faye. À la chute, l'ancien ministre est inculpé selon le journal Le Quotidien pour 2,7 milliards. Les avocats parlent de commandes politiques. Le dialogue national qui se profile à l'horizon, ce sera donc le 28 dialogue national. Le PDS se démarque de l'APR, relève enquête. Le confrère pointe le 8 mai du patronat de presse. Le journal LAS relève que l'opposition promet de se faire entendre sur les libertés, la justice et les violences. Tribune pointe ses fortes promesses de Diomaye Faye qui s'invite au dialogue. Le chômage, les fonds politiques, la chair de la vie ou encore les nominations. La réduction du coût de la vie est la plus grande demande sociale selon le confrère qui se demande finalement si le chômage ne doit pas occuper une place centrale au dialogue national. En première page du journal Le Soleil, élection du président de la Banque africaine de développement le 29 mai prochain. Question du journal qui a la place de Adesina dans les coulisses des derniers jours de campagne. Magatte Wade, ancien cadre de la banque, a répondu aux questions du journal. Il dit que Amadou Hott est crédité comme étant le plus sérieux, le plus concis. Le journal explique comment se déroule le scrutin. Bonjour à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Avec nos 2 intervenants, Abdou Aziz Diop, membre de la société civile. Bonjour Abdou Aziz Diop. Bonjour Georges Lecky. Avec nous également Abdou Fattah Fall, analyste politique. Bonjour Abdou Fattah. Bonjour Plusieurs. Alors nous allons parler du dialogue national sur le système politique. Les concertations seront lancées demain à Diamniadio au Centre international de conférence Abdou Diouf. Plusieurs formations politiques des organisations de la société civile ont annoncé leur participation à ces concertations, même si il y a des partis qui vont faire dans le boycott. Mais nous posons la question de savoir quelles réformes majeures devrait-on attendre de ces
concertations. Alors, d'abord vous, Abdoul Aziz Diop, on a connu plusieurs dialogues avec des recommandations. Qu'est-ce qui devrait différencier ce dialogue aux concertations antérieures? Merci beaucoup, Georges. Comme vous l'avez si bien rappelé, beaucoup de dialogues, de concertations dans l'histoire du Sénégal. Nous avons donc cette longue tradition de dialogue et de concertation dans beaucoup de secteurs, même hors du champ politique. Pour rappel, les États généraux de 1981, les concertations dans le secteur des hydrocarbures aussi, qui nous ont permis vraiment d'aller vers une exploitation dans la stabilité. Autant de réformes, le référendum, les conclusions des assises, la réforme foncière. Donc, ce qu'on peut attendre de ce dialogue, c'est un consensus. Un consensus sur des questions majeures qui engagent l'avenir de la nation. Mais pas de compromission, mais pas aussi que les termes de référence qui sont annoncés soient dévoyés pour des intérêts purement partisans ou à des desseins personnels. Pourquoi je le dis? Parce que déjà, on commence à agiter l'idée de renforcer les pouvoirs du Premier ministre dans le cadre de figure actuel avec ce régime présidentialiste. Une annonce du conseiller juridique du chef de l'État. Voilà. C'est une annonce qu'il a faite, en attendant de voir. Mais que toutes ces réformes, qu'elles passent du moins par la voie référendaire. C'est-à-dire toutes les propositions ou conclusions de ces différentes recommandations qui seront ici. Et nous le souhaitons, qu'un consensus national fort sur certaines questions majeures, mais qu'elle ne passe pas par la voie parlementaire, mais qu'elle passe par la voie référendaire. Autre chose aussi, je pense que sur certaines questions, nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. Nous avons les conclusions des assises nationales. Nous avons les recommandations de la CNRI. Nous avons le pacte national aussi de bonne gouvernance que l'actuel président avait signé. Et jusqu'à présent, c'est resté lettre morte. Donc je pense qu'il y a des priorités aujourd'hui, au-delà de ce dialogue politique, que ce dialogue puisse être un déclic. Parce que c'est une journée qui a été institutionnalisée, certes, mais le dialogue ne doit pas être confiné dans le temps et dans l'espace. Il y a des questions aujourd'hui plus importantes qui ne concernent pas seulement les acteurs politiques, mais qui concernent l'ensemble, la majorité des Sénégalais qui doit être débattue. Justement, Abdoul Aziz Diop, quelle priorité identifiez-vous pour un système politique plus inclusif et transparent? D'abord, on parle de la rationalisation des partis politiques. Moi, je pense qu'au-delà de la rationalisation, il faut aller vers la moralisation de la vie politique. La dimension éthique. En quoi faisant? D'abord, la transhumance, qu'il faudrait bannir. Le financement des partis politiques aussi. Je pense qu'il faudrait une loi sur le financement des partis politiques. Et mieux aujourd'hui, ceux qui sont dans certaines sphères de l'État, surtout dans les régies financières, les directeurs des impôts et domaines, de la douane, du Trésor, de l'aéroport, du port, de la CDC. Et nous avions fait cette proposition depuis des années, que ça puisse faire l'objet d'un appel à candidature et que ces directeurs ne fassent pas de la politique. Parce qu'il n'y a pas de loi sur le financement des politiques. Et on a vu ce qui se passe aujourd'hui, avec tout ce qui se passe comme scandale. Tous ceux qui vont dans la sphère étatique, comme le disait Achille Mbembe, c'est le lieu du repas. Des millionnaires, des milliardaires, et qui peuvent financer ces partis politiques, quel que soit le régime qui est en place. Donc je pense qu'à ce niveau, il faudrait encadrer. Il faudrait la dimension éthique dans le cadre de la moralisation de la vie politique, au-delà de la rationalisation des partis politiques. Maintenant, sur certaines questions, le parrainage, le bulletin unique, sur certaines questions, je pense qu'il peut y avoir des consensus forts parce que des propositions ont été faites. On n'a pas besoin de réinventer la roue. Mais que ce dialogue ne puisse pas être un lieu de compromission ou bien taille sur mesure. Parce qu'on a l'habitude, Georges, de dire au Sénégal, conformément à la vision du président ou aux orientations. C'est certes, le président, il est élu. Mais le président n'est ni ange ni prophète, comme je le dis souvent. Il peut être sujet à erreur. Il peut avoir une vision qui ne correspond pas aux aspirations du peuple ou aux préoccupations du peuple. Et en ce moment, je pense que c'est là où nous attendons la société civile, la presse et les contre-pouvoirs pour pouvoir réguler ces jeux politiques. Et nous saluons aussi le choix de notre ami Cheikh Gueye, facilitateur. Cheikh qui a été un acteur de développement au niveau de la société civile avec ENDA, mais aussi qui a été artisan du dialogue. Rappelons-nous avec le CUDIS. Les événements de mars 2021, c'est CUDIS qui a joué des bons offices. Donc Cheikh, c'est un homme de consensus. Mais pourvu que tout ce qui sort de ce dialogue soit vraiment non seulement consensuel, mais sur certaines questions majeures qui engagent l'avenir de la nation, qu'elle passe par la voie référendaire et non parlementaire. Parce que le Parlement aujourd'hui, c'est le prolongement de l'exécutif. Et ça, la triste réalité. Alors, on a parlé d'un dialogue national sur le système politique, c'est bien formulé, mais certains partis qui boycottent ou bien qui posent des conditions évoquent d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le système politique. Est-ce que ces organisations ou regroupements ne font pas fausse route?
Ils auraient dû demander l'organisation des assises de la justice, comme ça a été le cas en tous les cas, de l'économie, du développement, entre autres. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Il y a tellement de priorités aujourd'hui. La question du chômage, du sous-emploi des jeunes, la question aujourd'hui du culte. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un pays où le culte occupe une place importante. Donc je pense que la question du culte aussi doit être posée. Et ça, c'est pas seulement un dialogue. C'est avec des consultations, des concertations larges. Nous avons un ministère de l'Intérieur qui gère aujourd'hui les partis politiques, les associations. Mais nous devons aller vers un ministère du culte qui gère le culte dans toute sa dimension. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs spirituelles aujourd'hui doivent occuper une place de choix par rapport à cette crise des valeurs. Nous avons aussi d'autres questions, les enjeux sécuritaires liés à l'exploitation des ressources. J'ai dit tantôt que le Sénégal a mené de larges réformes et de concertations pour en arriver à une exploitation apaisée, surtout dans le secteur des hydrocarbures. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers. Cette exploitation entraîne à des enjeux géopolitiques, géostratégiques, sécuritaires, socio-économiques. Donc je pense qu'une question aussi importante mérite aussi un consensus national fort. Et ceci ne peut se faire que dans le cadre de concertation large. La question aujourd'hui de la question des valeurs, comme je l'ai dit tantôt. Donc il y a l'emploi des jeunes, les emplois, la précarité, la question de l'insécurité, la question aussi aujourd'hui de la réconciliation nationale. Nous avons un pays qui est si divisé, un pays où la haine, la violence... Peut-être que ce dialogue national conduira à une réconciliation nationale. Abdoulaye Diop, je reviens à vous. Abdou Fattah Fall, analyste politique. Selon vous, quelles sont les principales faiblesses, Abdou Fattah, du système politique actuel qui justifierait un dialogue national de large concertation? C'est d'abord l'âge du code électoral sénégalais qui est d'émanation du système politique lui-même. Parce que, mis à part la réforme assez impactante de 1990, par exemple, qui a été donnée dans le consensus, notre code, si je ne me trompe, c'est date de 1975, ça veut dire 50 ans, c'est des générations. Et vu toutes les mutations qui ont eu lieu dans ce monde, que ce soit dans le monde en général, que ce soit au Sénégal, l'évolution de la société au Sénégal, il est évident qu'il y a des dispositions qui sont complètement dépassées, complètement déphasées. C'est vrai que de temps à autre, de manière contingente, on a introduit des dispositions pour apporter des réaménagements, mais il est peut-être venu le temps de repenser tout ceci en profondeur pour que le résultat soit plus à l'air du temps et reflète encore mieux les aspirations du peuple sénégalais. Nous disions tout à l'heure, nous faisions une mention de l'âge de ce code-là en général, mais il y a des questions qui nous ont rattrapés entre-temps et qui ont trait à des dispositions déphasées comme nous disions. Par exemple, des arrêts de la Cour de justice de la CEDEAO concernant, par exemple, la question du parrainage qui a été introduit entre-temps, mais dont la conception en elle-même, comme la mise en opéralisation pose problème, surtout en période de contentieux électoral. Il y a aussi la Sénat qui a évolué entre-temps, mais qui aujourd'hui encore, on l'a vu avec les 2 élections passées, présente des problèmes quant à la supervision du processus électoral. Il y a d'autres questions comme le statut de l'opposition aussi qui ont été ajoutées entre-temps, mais dont le contenu pose problème. À chaque fois, vous constatez vous-même, on n'arrive même pas aujourd'hui à s'entendre sur le statut du chef de l'opposition lui-même, et encore plus sur quel est son rôle, quelles seraient ses prérogatives, etc. Donc, autant de questions qu'il faudrait carrément poser sur la table. Et certainement, l'attitude du président Bassirou Diomaye est souhaitable parce que nous l'avons constaté depuis qu'il est arrivé, par exemple, il s'est astreint à un statut, à un rôle qui le place au-dessus de toutes les institutions, au-dessus de la mêlée. Il évite les questions essentiellement politiques. Et c'est là certainement que le challenge se trouve pour lui ou pour l'organisateur de ces assises-là, parce qu'il faudra faire non pas un dialogue politique, mais réussir un dialogue sur le système politique. Et c'est ça véritablement le challenge.
c'est là que se trouve l'intérêt pour le peuple sénégalais. Et comme disait mon co-débatteur Aziz Diop. La crédibilité justement, Abdou Fattah, est-ce qu'on peut croire que des élites politiques changent volontairement un système qui les avantage? On peut poser la question également dans un sens contraire. Est-ce qu'ils vont laisser en l'état un système politique qui ne les arrange pas? C'est là l'intérêt de l'inclusion qui a été souhaitée. Et voilà, ils ont posé des actes, on peut croire qu'ils sont sincères dans la démarche. En tout cas, le président, parce que je l'ai vu il y a quelques jours, revenant sur l'importance qu'il accorde à ces assises-là, il disait justement, en français ou en je ne sais plus, mais dans le sens il a dit, il faut que le peuple s'approprie ces concertations-là comme l'espace et questions aux politiques, parce que c'est Sénégal politicien, c'est extrêmement important ce qu'il dit là. Ça veut dire que la société civile doit être là, toutes les composantes de la société doivent être là, parce que l'animation du jeu politique, c'est vrai que c'est réservé aux politiciens, mais après c'est pour entendre le reste du temps justement, c'est pour travailler, prendre en compte les aspirations du peuple sénégalais et travailler à les satisfaire. Et pour cela, justement, comme vous disiez, le danger c'est de laisser tout entre les mains des politiques. Donc s'il y a inclusion au niveau de ces assises-là, et que vraiment le peuple lui-même, hors des segments politiciens, arrive à faire entendre sa voix, à faire prendre en compte ses propres aspirations, il est évident que dans les conclusions qui seront retenues, voilà, après les politiciens vont trouver toujours le moyen de jouer avec les règles, de préserver leurs intérêts. Mais il est essentiel et il est souhaitable, ça c'est l'intérêt pour nous, que le peuple arrive à faire entendre sa voix. Vous interpellez justement la société civile. Abdou Aziz Diop, comment la société civile peut-elle peser pour que les réformes issues de ces concertations qui démarrent demain soient mises en œuvre? Oui, la société civile doit toujours rester dans cette posture d'équidistance. Jouer ce rôle de contre-pouvoir, comme je le dis souvent, sans être contre le pouvoir ni contre l'opposition, mais garder son équidistance, mais surtout ne pas être neutre quand l'intérêt général est menacé. Et je pense qu'à ce niveau, la société civile a tant réfléchi sur toutes ces questions relatives au processus électoral. La société a fait des propositions. Et dernièrement, comme je vous le dis, avant les élections de 2024, tous les candidats, dont l'actuel président Diomaye Faye, avaient signé le pacte de la bonne gouvernance démocratique. Mais après, et la suite, et les conclusions des assises qu'ils devraient appliquer, et la suite. Donc je pense qu'aujourd'hui, le rôle de la société civile d'abord, c'est de rester dans cette posture de sentinelle. Mais aussi que les termes de référence qui sont annoncés dans le cadre de ces 10 dialogues, les 3 points, ne soient pas dévoyés pour des ambitions purement personnelles ou partisanes ou politiques. Là aussi, je pense que c'est le rôle de la société civile, mais aussi le rôle de la presse. Mais rappelez aussi que ce dialogue se tient dans un contexte où au Sénégal, il n'y a pas de crise politique majeure, il n'y a pas de crise institutionnelle. Nous venons de boucler en 2024 2 élections en l'espace de 6 mois. Ça montre que nous avons une administration debout, électorale debout. Maintenant, comme le dit mon co-débatteur, il faut un système n'est jamais parfait, il faut toujours aller de l'avant, mais que tout ce qui se fait soit dans l'intérêt du peuple. Et ensuite, la nuance, Georges Déthié. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de 54%, de 46%. Mais rappelez que 54% des électeurs ont voté pour l'actuel président. 46% n'ont pas voté. Mais si on déduit les 18 millions de ces Sénégalais, de ces 46 ou 58%, c'est plus de 13 millions de personnes. On ne va pas les laisser en rade aussi. Je pense que c'est pourquoi je dis, le dialogue politique est important, certes, mais il y a d'autres priorités aujourd'hui qui méritent un dialogue national et que ce dialogue soit poursuivi dans d'autres sphères, dans d'autres secteurs, mais qu'il ne soit pas confiné seulement au temps et à l'espace pour cette journée du 28 mai jusqu'au 24. Et ensuite, des recommandations qui seront prises ou taillées sur mesure selon les desiderata des uns et des autres. Merci Abdoul Aziz Diop. Abdou Fattah Fall, je termine avec vous. Comment faire pour que ce dialogue politique ne fasse pas l'objet d'une récupération politique? Comment l'éviter? Abdou Fattah Fall? Abdou Fattah Fall qu'on a perdu. Peut-être qu'on va s'en tenir à ses premiers propos. Il aura la possibilité de développer davantage dans l'édition en Wolof avec El Hadj Diogoudienne. Merci Abdou Fattah Fall, analyste politique. Merci Abdou Aziz Diop, membre de la société civile. C'était Point de vue et c'est la fin
de ce grand journal. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique, à Ombaï, chef d'édition, El Hadj Diogoudien à la coordination. El Hadj Diogoudien que vous retrouverez d'ailleurs dans moins de 10 minutes pour le grand journal en Wolof. Bon après-midi à toutes et à tous. Merci de nous